grave. D'accord, je vais essayer de pas te surprendre. Que Là, tu c'est moi, te tu peux faire ça. blesses. C'est tiens, Bon, écoute, on dirait qu'on est... c'est bon, on est en direct. Bienvenue, les amis. On a fait quelques petits réglages avec... genre, j'ai pas le son. André, j'ai pas ton son. Là, ça devrait aller. C'est bon. J'ai quelque chose qui s'affiche en me disant que j'ai un petit problème de son, mais je rééteins, je rallume et puis je reviens. Je Tout fais va comme bien. ça. Tout va bien. La technique a décidé d'être avec nous avec 5 petites minutes de retard. Je suis très heureux de vous présenter Catherine Testa. Hello Catherine. Salut André, salut tout le monde. Bienvenue dans ce live. Je suis très heureux de passer un moment avec toi. Catherine, je t'ai découvert. On a tenté de faire connaissance il y a 15 minutes, juste avant de passer en live parmi vous, les amis. Et finalement, on a dû faire des réglages techniques et on n'a pas pu. Donc, on va faire connaissance en même temps que vous faites connaissance de Catherine. Et donc, Catherine, moi, je t'ai connue sur les réseaux sociaux par ta page Instagram qui est Et si on souriait. Exactement. Euh, Si tu veux, j'ai eu un projet qui me tenait à cœur depuis de nombreuses années, c'était de créer un programme pour les hypersensibles. Et j'ai approché des tas de conférenciers, coachs internationaux qui avaient cette particularité d'être hypersensibles pour intervenir dans ce programme. Et je t'avais mis sur ma liste et finalement, j'ai eu tellement d'autres réponses avant de pouvoir te contacter. Finalement, je n'en ai pas eu besoin, mais je me suis toujours gardé dans un coin de la tête. Il faut que je contacte Catherine, il faut qu'on connecte, il faut que je la présente à ma communauté. J'adore ce qu'elle partage. Les amis, si vous ne connaissez pas la page Instagram de Catherine et si on souriait, vous allez vous abonner tout de suite. Parce que quand Catherine dit quelque chose, genre 1 heure ou 2 heures après, il y a 1000 likes, il y a je ne sais pas combien de commentaires. Tu as une communauté incroyable, Catherine. Ouais, c'est pas fait exprès en fait, surtout qu'à la base, moi, je communiquais beaucoup sur LinkedIn Ok. en me disant qu'Instagram c'était que de l'image. Et tu vois, j'étais pas à l'aise avec cette image et je me disais, moi, j'écris, tu vois, dans la vie, je suis auteur. Qu'est-ce que je vais me filmer dans la vie en train de cuisiner, faire du sport que je ne faisais pas, voilà. Ouais. Et finalement, bah, en racontant avec authenticité, tu sais, la réalité de l'envers des décors, en disant, bon, bah, moi, il y a des jours où j'ai franchement pas grand-chose à raconter, mais bon, je vais venir faire coucou. En fait. Et ben, ça a fédéré parce qu'il y avait cette notion de, bon, ben, on est tous pareils, on est tous imparfaits et tout va bien. Ouais. Et je pense que cette authenticité, c'est vraiment quelque chose qui te caractérise très fort. C'est pour ça que je suis très heureux de Mmh. passer un moment de partage avec toi. Pour ceux qui ne connaissent pas Catherine, Catherine est autrice de 2 livres, Oser être soi-même au travail et Oser l'optimisme, best-seller. Catherine, tu interviens aussi sur Europe 1, à la radio. On a même parlé de tes ouvrages au JT de 20 heures de TF1. Tu impactes des centaines de milliers de personnes à travers les différents réseaux sociaux. Tu as vraiment une voix, autant à la radio que sur les réseaux, et une voix qui est pleine de, je vais reprendre une expression de ma mère, qui est pleine de bon sens. Tu sais, pendant très longtemps, mes grands-parents sont agriculteurs. Donc là, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, on était basé à Paris et à Bordeaux et on se déplace. Paris se déplace en Normandie, en l'occurrence. Mes grands-parents étaient agriculteurs et je me suis toujours dit, mais sincèrement, de temps en temps, j'ai tellement l'impression de théoriser le bon sens, tu vois. OK. Et parce qu'en fait, on s'en est parfois tellement éloigné que, bah, tu sais, ce bon sens paysan, tu vois, et ben, c'est primordial. Il faut le rappeler parce on nous a mis dans notre vie, tu sais, tout un tas de stimulants, stimuleurs, tu vois, stimulateurs qui font qu'on te dit que c'est ça la norme, que c'est celle-ci, celle-là, etc. Et en fait, tu te dis non, enfin, il y a un truc que tu sens pas, tu vois. Et quand tu Ouais. reviens au bon sens paysan, tu te dis, ok, c'est pas ça la norme. Ouais, ouais, c'est comme revenir à la base.
Mes grands-parents aussi étaient agriculteurs. Et j'ai grandi là-bas, à la ferme, vraiment. Ouais. Catherine, on va parler d'oser être soi, d'oser l'optimisme ensemble, de te faire découvrir aussi ton parcours. Je suis très curieux de connaître ton parcours. Et si tu me le permets, hier, j'ai fait un exercice. On m'a posé des questions, 3 questions que j'ai vraiment, qui m'ont interpellé, qui m'ont fait aller dans une certaine profondeur. Et je me suis dit, ah, ce seraient des super questions que je pourrais poser à Catherine. Donc, je viens de demander à Catherine, Ouais. juste avant qu'on se connecte, je dis, Catherine, je peux te poser toutes les questions que tu veux. Elle m'a dit, André, tout ce que tu veux, il n'y a pas de tabou. Donc, Il si y a les peut-être des amis, idiotes. oui, évidemment. Mais donc, si vous aussi, dans les commentaires ce soir, vous nous rejoignez, vous connaissez ou vous ne connaissez pas Catherine et vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On va y prêter attention. Et je vais aussi tout à l'heure vous partager les liens vers Catherine pour aller la suivre, pour peut-être acheter son bouquin si ce thème de l'optimisme vous parle vraiment. Catherine, première question. Ouais. Quelle est la chose dont tu es la plus fière que tu as fait ou que tu as été pendant le confinement? Je crois avoir pris la décision de me rapatrier en Normandie. C'était une décision qui nous taraudait, tu vois, ça faisait longtemps, on se disait, bon, bah, c'est sympa d'être à Paris, c'est normal parce que ben, nous, on a des salariés, on a une entreprise, etc., mais il y avait un truc qui me disait, il y avait un instinct, je ne sais pas trop pourquoi, mais une sorte d'impulsion de partir proche de la terre, tu vois. Okay. Et je la repoussais, je m'étais dit 2021, machin. Là, il m'a fallu une semaine pour poser mon préavis, tu sais, auprès de ma proprio, et pour dire à toute l'équipe, je ne sais pas comment on va faire, mais on part en Normandie. Enfin, j'ai vérifié avec l'équipe qu'ils étaient d'accord quand même, hein. On est d'accord, mais pour réinventer une sorte de lieu de vie, je ne sais pas trop comment faire, mais il nous faut quelque chose de plus grand, plus proche de la nature, plus avec une vision plus 360, tu vois, de notre entièreté. Et quand tu es à Paris, j'adore cette ville, voilà, j'y ai passé beaucoup de temps, hein, mais il manquait un petit truc, et bon, alors, je serais toujours un peu entre les deux, mais je crois que cette grande décision, elle est hyper... Enfin, j'aurais réfléchi trop longtemps, je l'aurais pas prise. Du coup, ouais, je Okay. pense que Génial. Quand tu dis nous, vous êtes combien? on est 5. On est D'accord. 5, on travaille avec des freelances en plus, mais on est 5, on a 2 bureaux, on a un bureau à Paris et un bureau à Bordeaux. Et c'est le bureau de Paris qui se décale, mais enfin, je crois pas au hasard, hein, synchronicité de la vie, tout le monde vient de Normandie. Ok. Donc, Intéressant. Ouais, c'est donc marrant. même si tout le monde était à Paris à la base, enfin, de Normandie ou veut partir à la campagne, mais tu vois, donc même si tout le monde était basé à Paris, on sait que la vie est temporaire, tu vois. Et du coup, ben, avec du télétravail, des nouveaux modes enfin, voilà, d'entreprise, voilà, on se dit qu'on va monter ça et ça stimule beaucoup l'équipe en fait. Ouais, Ça, c'est le pas après, quoi. ouais, ouais. Et donc, ta thématique principale, c'est l'optimisme. C'est Et donc, l'optimisme. il y a les livres, il y a les conférences, il y a de l'accompagnement. Qu'est-ce que tu Alors fais? moi, Comment je fais tu pas déclines tes vraiment activités? d'accompagnement. J'admire beaucoup les gens qui font de l'accompagnement parce que je suis pas capable d'en faire. Aller d'un point A à un point B, pour moi, c'est très très difficile. Du coup, accompagner d'un point A à un point B une personne, c'est très difficile. Par contre, faire de l'inspiration, c'est beaucoup plus facile parce que moi, je fais de l'expérimentation que je montre aux gens. On leur disait, bah, vous voyez, je suis en train de monter une boîte. Enfin, les gens qui me suivent, tu vois, depuis 4-5 ans, au démarrage, je disais, mais moi, je suis la pire entrepreneuse du monde. Tu vois, enfin, je suis pas faite pour avoir une boîte, pour être claire. C'est pas mon truc, tout ce qui est comptable, etc. C'est pas du tout mon truc. Mais en fait, tu vois, je l'ai raconté cette histoire. Ah, il y a une petite. Pardon. C'est bon, on est de Ouais, nouveau en ligne. C'est OK. pardon. Je disais, tu sais, et en fait, je veux montrer par l'expérimentation qu'on peut tenter des trucs et qu'on peut se planter ou pas se planter et que c'est dans l'expérience qu'on s'amuse, tu vois. Génial. Du coup, je ne fais pas vraiment d'accompagnement. Par contre, je travaille beaucoup avec les entreprises sur qu'est-ce que c'est
que l'optimisme en entreprise et de facto la qualité de vie en entreprise. Donc, on a vraiment un groupe de travail et je travaille avec beaucoup d'entreprises et on se retrouve tous les mois à peu près pour réfléchir à cette thématique. Et c'est des gens qui sont incroyables. Tu vois, c'est des gens comme toi, comme moi, comme ceux qui t'écoutent, qui sont des gens qui ont juste envie de faire aussi avancer les choses dans leurs entreprises. Et du coup, on travaille beaucoup là-dessus. OK. Donc, tu accompagnes les entreprises, les salariés à Ouais, l'optimisme, à oser être eux-mêmes à travers leurs oui, fonctions, etc. ouais, Formidable, formidable. c'est ça. Catherine, deuxième question. Quel a été ton plus grand défi dans la vie? Quel a été ton plus grand défi et quelle est la force que tu as pu, la force, la qualité, le super pouvoir qui a pu se révéler à travers ce défi que tu as relevé dans ta vie? Écoute, moi, je me sens assez chanceuse parce que je crois que mon caractère a toujours été de vivre la vie comme une expérimentation, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que tous mes défis, je les ai toujours transformés. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire que j'allais créer une entreprise, je me suis dit que j'allais expérimenter de voir si j'étais capable de créer une entreprise, tu vois. intéressant. Au lieu de me dire, je vais faire un livre qui est un best-seller, parce que j'aurais jamais eu la prétention de me dire, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder si je suis capable d'écrire un livre, tu vois. Et Ouais, en fait, tous mes défis, je les ai changés en disant, bah, par exemple, toi, tu as envie de devenir artiste. Au lieu de te dire, je vais me lancer, je vais devenir artiste, bah, tu te dis, je vais regarder si je suis capable de vivre de mon art. Tu vois. Et dans cette sorte de nuance, ça t'enlève finalement toute cette notion de, je dirais, d'échec que tu peux avoir. Et de fait aussi cette notion de défi parce que ça devient plutôt une expérience en fait. Tu vois. Et ouais, ce petit mot qui ne change pas grand-chose, il est vachement pratique au regard des autres. Tu sais, au lieu, parce que tu sais, quand tu quittes un job, enfin, voilà, tu sais ce que c'est, il y a plein de gens qui le savent, tu as toujours le regard de tout l'entourage qui t'attend au tournant ou qui te dit que tu ne devrais pas faire ça. Et puis moi, je leur ai pas dit, je vais monter une boîte, je leur ai dit, je vais regarder si je suis capable de faire un truc. Tu vois. Et finalement, dans ce hack, ça fait que tout est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fluide. Et du coup, je dirais que mon plus grand défi, probablement, ça a été tous les changements de vie. Tu sais, je suis partie toute seule à New York, je suis partie toute seule à Barcelone, je suis partie toute seule à Lisbonne, tu sais, en me réinventant, et je suis une introvertie de nature. d'accord. C'est très compliqué. Je suis, enfin, bon, le sujet te parle évidemment. Tu vois, je suis une hypersensible, c'est vachement compliqué. Enfin, genre, je suis la nana qui zone au bar si jamais quelqu'un vient pas lui parler, quoi. Tu vois, et qui se casse dès qu'elle voit un peu de lumière et qu'elle peut sortir, quoi. Du coup, je pense que c'était ça parce que, en fait, ça m'a appris que la vie va toujours mettre sur ton chemin des clés pour t'aider à t'implanter dans un nouveau pays, à faire des nouvelles rencontres et qui vont de plus en plus te correspondre. Parce que tu vas avoir lâché en fait à chaque fois les choses. Et alors moi, ça s'est transcrit par des déménagements, même pas des déménagements, mais ça a été, je pense, cette notion de toute façon, au pire, voilà. Tu sais, c'est le pire. Enfin, il n'y a pas grand-chose, en fait. Tu vois, le pire n'est pas grand-chose. Alors évidemment, tu as tout ce que la vie te met aussi sur ton chemin. Enfin, voilà, on joue avec un jeu de cartes. De temps en temps, tu as la carte décès d'un proche, tu as la carte maladie d'un proche, tu as la carte maladie pour toi. Tu as toutes ces cartes qu'on te met en main. Et en fait, il faut les jouer. Tu vois. Et moi, je me suis toujours dit, par exemple, dès qu'il m'arrive un pet, je me dis, bon, bah, je vais regarder, est-ce que je suis capable de gérer le machin, tu vois. Et en fait, dans cette notion de, est-ce que je suis capable de le faire, oh là là, ça m'a tellement simplifié la vie, tu vois. Et ça m'a Ouais, tellement affranchi du regard des autres, parce que de toute façon, tu vois, quand j'ai lancé l'optimisme, tout le monde m'a dit, mais est-ce que l'optimisme, ça peut marcher en France? On peut pas parler des bonnes nouvelles en France, tu parais pas un télo à faire ça, etc. Et j'ai dit aux gens, mais j'essaie pas de lancer l'optimisme un média positif, tu vois. J'essaie de regarder si on peut lancer un média positif en France. Et de toute façon, que ça marche ou que ça marche pas, j'aurais validé un scénario, tu vois. exact. J'adore, Et, j'adore. et ce petit hack, Ouais, franchement, je veux dire, tu veux devenir artiste peintre, bah, au lieu de dire que tu vas être peintre à ton entourage, tu vas dire, bah, je vais regarder quand même si je suis capable de vivre de ma peinture. Bah, au pire, je me rendrai compte que j'en suis pas capable. Mais ça sera forcément un succès. Parce que ton but, c'était pas là, de devenir peintre, c'était de regarder si tu étais capable de le faire. Voilà. ouais, mais c'est même génial, tu sais, quand on entreprend des choses, et tu as certainement pu l'expérimenter, et ceux qui nous écoutent, qui veulent entreprendre des changements de vie, Mm. entreprendre des choses, il y a une petite voie qui est celle de
de l'illégitimité et qui se pointe, mais ce n'est pas une petite voix, c'est une très grosse voix, et qui dit, mais qui t'es-toi? Qui t'es-toi pour faire ça, en fait? Bien sûr. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris au fil des années, que tu as dû comprendre la même chose, en fait, on est tous personnes. Et soit on se dit qu'on est tous personnes, soit on se dit tous qu'on est quelqu'un, tu vois. Et ça, c'était un truc, j'en parlais un peu dans le deuxième livre sur le syndrome de l'imposteur. Je disais, en fait, tu vois, moi un jour, c'est un copain qui est venu me voir en me disant, mais Kat, enfin, tout le monde m'appelle Kat, tu seras un mec. Alors déjà, ça a commencé comme ça, tu seras un mec, ok. Tu seras un mec, tu n'aurais pas fait le quart du dixième de ce que tu as fait, tu serais déjà en train de le crier partout. Arrête de dire que tu n'es personne. Parce que moi, je disais toujours, mais tu vois, je suis personne. Tu sais, je disais, je suis personne pour intervenir, je suis personne pour être lu, je suis personne pour avoir une boîte, tu vois, je suis personne pour dire ce qu'il faut dire. Et en fait, ce pote m'a dit, tu crois que le mec qui monte sur scène, tu sais, le politique au gros ventre qui monte sur scène, il se pose la question s'il est... Ah, un petit bug, ça va revenir. Et il me disait, ça revient, c'est bon? Ouais, c'est bon. Et tu vois, ce pote, il m'a dit, arrête de dire que tu n'es personne parce que tu me dévalorises en le disant. Parce que moi, je t'écoute. Je trouve que ce que tu dis est intéressant. Du coup, si tu dis que tu n'es personne, ça veut dire que moi qui t'écoute, j'écoute personne, tu vois. Et ça m'a un peu fait changer mon mental en me disant, bon, bah, soit on dit tous qu'on est personne et tout va bien, soit on dit tous qu'on est quelqu'un et tout va bien. Je veux dire qu'on est quelqu'un, tu vois, mais on est tous imparfaits, en fait. Et une fois qu'on est à l'aise avec cette imperfection, enfin, écoute, ça, franchement, ça... Tu sais, enfin, vraiment, aujourd'hui, je n'ai pas rencontré une seule personne dont le parcours ait été linéaire, qui ne soit pas rempli de défauts, tu vois, je veux dire. Mais c'est ça aussi qui fait la perfection des gens, en fait. C'est leur imperfection. Bon, Ouais, c'est pas très clair. Si, c'est génial parce que je pense qu'on peut très vite se connecter à ce que tu te racontes parce qu'on le vit tous. Et du coup, c'est cool. Ça donne une autre façon de voir les choses. Ça donne une autre impulsion à la vie et de se dire pourquoi pas finalement. Et on a tous tendance à mettre les autres sur un piédestal. Tu vois, moi, j'avais tout un tas de gens que j'avais envie de rencontrer. Je les ai quasiment tous rencontrés, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient tous... Alors, tu as ceux qui étaient hyper égotiques et qui, du coup, ne m'intéressaient pas des masses. Voilà, il y en avait quelques-uns. Et sinon, c'était des petites choses comme moi. Tu vois, des artistes qui te disaient, mais moi, tu sais, j'ai peur de perdre le succès parce que j'ai eu le succès, j'ai peur de le perdre. Et tout le monde avait cette sorte d'imperfection. Et je me suis dit, en fait, c'est nous qui... C'est notre regard qu'on porte, en fait, tu vois, et tu t'oublies, toi, de porter un regard sur toi-même parce qu'on est hyper exigeant avec nous-mêmes, surtout quand tu es un peu perfectionniste. Oh là là, tu vois, c'est... Mais du coup, vraiment être à l'aise en se disant, on est tous imparfaits, tu vois. Enfin, je veux dire, même la personne que tu trouves la plus géniale au monde, elle est profondément imparfaite elle aussi, quoi. Donc, tout va bien. Ouais, clair. Ah, merci Catherine. Dernière question. Qu'est-ce qui te stimule le plus en termes d'optimisme par rapport à l'avenir, de manière générale? Les gens. Tu sais, alors on n'a pas parlé de mon parcours, je vais un peu spoiler pour le parcours. Moi, à la base, Tu peux y aller. Voilà, donc je suis diplômée en physique-chimie, je suis passionnée par la physique quantique et je me suis intéressée au développement durable à un moment donné où on me disait, ma pauvre Catherine, le développement durable, tout le monde s'en fout, c'est pas un sujet. Tu vois. C'était en 2007, alors c'était pas bobo, tu vois, à l'époque, moi je me disais, mais c'était juste du bon sens. Tu sais, je me disais, c'est bizarre qu'on réfléchisse pas à une entreprise dans son environnement. Et j'étais pas du tout écolo, tu vois, c'était même pas le sujet. Mais je me disais que c'était bizarre qu'on prenne pas une entreprise, tu sais, dans son ensemble, dans son territoire, sur le sol, sur les gens avec qui elle travaille, etc. Et puis, comme je me suis effectivement rendu compte que tout le monde s'en tapait, tu vois, littéralement, je me suis demandé pourquoi. Et donc, c'est là que j'ai commencé à bosser dans le marketing. Et en bossant dans le marketing et dans la com, tu vois, je me suis dit, mais en fait, c'est là le problème, c'est qu'on nous pousse des injonctions et des besoins en permanence. Tu vois, la France est optimiste quand elle consomme. Bizarre quand même, tu vois. Et on nous pousse des injonctions, consommer. Et puis, tu sais, avec cette sorte d'adaptation hédonique, tu sais, d'abord, tu as ta petite voiture, puis ta plus grosse, tu sais, tu valorises plus que tu as au démarrage. Et tu sais, on rentre dans des cercles vicieux parce que nos potes, notre famille, enfin, on est ultra conditionnés. Là, je me suis dit, en fait, il y avait une sorte de schizophrénie dans laquelle on était en train de tenir les gens qui étaient consommés. Tu vois, consommer, ça crée de l'emploi, on confond l'emploi et le travail, mais ça, c'est une autre chose. Consommer, mais sauver la planète, donc culpabiliser en même temps, tu vois. Ouais. Et du coup, je me suis dit, c'était ça qui n'allait pas.
Et globalement, en plus, je bossais un peu sur de l'innovation, donc tu sais, sur de la stratégie, sur de la prospective. Et assez rapidement, je me suis rendu compte, en fait, on ne peut plus tirer les scénarios du monde de demain. Globalement, l'innovation, elle est trop brutale, etc. Regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. Enfin, bon, bref, et je me suis dit, il y a quand même un truc, c'est que face à cette sorte de schizophrénie, on s'intéressait plus à ce qui faisait l'essence de notre humanité, de qui on était, tu vois. Et là, je me suis dit, mais en fait, chemin faisant, je rencontrais plein de gens incroyables qu'on mettait jamais en avant, tu vois, et qui soient juste des gens sympas, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, bon, il faut redonner. En fait, j'avais perdu tout optimisme dans les systèmes, globalement, tu vois. Politique, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme système, l'entreprise, tu vois. Mais par contre, j'ai une profonde confiance dans les gens. Okay. Les gens sont incroyables. Et en fait, j'ai profondément confiance dans la capacité de chacun à agir à son échelle à partir du moment où on s'est enlevé exactement ce qu'on disait tout à l'heure, tous ces freins, en fait, tu sais, toutes ces croyances qu'on porte en nous en se disant, comme tu disais, la petite voix, mais pourquoi toi Tiens, en fait, c'est parce que tout le monde, tu vois, la réponse, elle est là, c'est juste les mecs parce que tout le monde. Il n'y a pas, et notre système éducatif français, et je vais finir, après je vais fermer la question, je suis désolée, je pars un peu dans des digressions, okay. Notre système éducatif français a fait de nous des exécutants. Tu vois, on nous a appris à répliquer, on sort d'une ère post-tayloriste, où il a fallu rebâtir la France, du coup il fallait des exécutants. Et du coup, on a un peu inhibé les gens de leur propre capacité à inventer, à se créer, et là on rentre dans une ère, j'ai envie de te dire, on ne sait pas de quoi demain va être fait, et il y a un truc qu'on ne va pas nous enlever, c'est le fait de vivre. Tu vois, de vivre. Le fait d'expérimenter notre réalité. Tu vois. Donc, je suis très pessimiste sur tout un tas de trucs, tu vois. Par contre, je pense que chacun a la capacité de se rendre compte de ce qui ne va pas aller, en fait, pour lui. Et ce qui ne va pas aller pour toi ou pour ceux qui nous regardent, c'est différent de ce qui ne va pas aller pour moi. Par contre, ça demande d'écouter. Mais merci de partager ça, Catherine. Ça m'amène sur la question suivante, parce que souvent, on pourrait assimiler de l'optimisme à de la naïveté. Et c'est comme si tu apportais un élément de réponse avec ce que tu viens de dire. Oui, bien sûr. Alors en France, j'ai vécu dans plusieurs cultures, donc américaine, espagnole, portugaise, sachant que je suis française, donc je n'avais pas d'origine dans aucun de ces pays. Et en France, on paraît intelligent à critiquer. Tu regardes sur les plateaux TV, c'est les gens qui critiquent, on analyse. Aux États-Unis, alors je ne te dis pas que c'est mieux, aux États-Unis, tu as le mec entrepreneur, c'est le gourou qui va un peu vachement vite, qui est le hyper inspirationnel, c'est lui qu'on va mettre en plateau TV, c'est pas le philosophe. Moi, j'adore la philo, tu vois, je lis tout un tas de trucs de philo. Par contre, à un moment donné, je me rendais compte qu'on paraissait on paraissait plus sachant. Et quand tu bosses dans le développement durable, en plus, tu as tout le monde qui vient de donner son avis. Tu vois, et le développement durable avait un truc vachement intéressant, c'est qu'en fait, c'est lié à toutes les autres crises, démographiques, écologiques, sociétales, politiques, machin. Et puis je me rappelle, dans ces dîners, tu as tout le monde qui venait me parler des problèmes. Et tu sais, tout le monde se sentait vachement intelligent, tu vois. Puis à un moment donné, quand je disais, et vous faites quoi du coup tu sais, un peu faussement, naïvement, ah non, tu vois, de toute façon, c'est pas possible de faire quelque chose. Et là, en fait, tu sais, ça te donnait une bonne justification pour surtout rien faire. Et en fait, j'ai compris que l'optimisme, en fait, c'était la condition sine qua non pour se créer sa vie, en fait, à soi, je veux dire, j'ai envie de vous dire, bon sens, dont on parlait tout à l'heure, je théorise le bon sens. Si tu te mets en couple, tu sais que tu as un couple sur deux qui finit en divorce, un sur trois qui finit en divorce. Du coup, si tu n'as pas d'optimisme, tu ne te mets pas en couple. Si tu vois les entreprises qui pètent, tu ne lances pas ta boîte non plus. Si tu es un sportif, tu as une chance sur deux de perdre le match. Du coup, tu ne vas pas t'en sortir. Et l'optimisme, en fait, pour moi, c'était le prérequis à toute action, en fait. Et ça imposait de la responsabilité. Et en fait, on m'a écouté parce que, comme on ne m'avait pas écouté quand j'avais commencé dans le développement durable, quand j'avais commencé dans le digital, au bout de la 3e fois, les gens se sont dit, bon, elle a peut-être un temps d'avance, la petite. On va quand même regarder ce qu'elle raconte, tu vois. Et ça n'a pas loupé. Moi, quand je parlais de l'optimisme il y a 4 ans, tout le monde me disait, mais
Enfin, ils se sont dit, mais elle a pété un plomb, la pauvre, tu vois. Et maintenant, regarde les sujets majeurs qui sont en train de monter, la qualité de vie dans les entreprises, les gens qui se questionnent, tu vois. Et ce qui faisait pas bien en France, tu parlais de développement personnel tout à l'heure, tu sais, limite, t'oses pas dire que tu lis des trucs de dev perso, tu vois. Sauf que tous les grands patrons, ils sont bardés de trucs de dev perso en permanence, tu vois. La base lit le dev perso, mais de temps en temps, tu as des couches au milieu, là, du management, du truc qui n'osent pas le dire. Et là, tu te dis, mais attendez, c'est ça de se questionner, tu vois. Parce que, comme on a arrêté de se questionner, parce que si tu as fait des maths, tu as arrêté la philo au lycée, quoi. C'est vachement intéressant de se questionner sur notre essence, sur qui on est, sur le pourquoi. Et je vois pas pourquoi c'est vu comme un signe de faiblesse. Enfin, au contraire, pour moi, c'est un signe d'hyper ouverture que d'oser se questionner dans une société où on nous dit surtout tu fais comme tout le monde et tu continues là. Non, ça marche pas comme ça. Donc l'optimisme, pour moi, c'est quelque chose de très actif et très très loin de la naïveté, parce que j'aurais pu faire de la collapsologie. Hein. Je te dis, tous les copains collapsologues, je les connais. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord. C'est juste que notre vision de voir l'avenir, pour moi, elle n'est pas que humano-centrée, déjà. Elle est dans le monde du vivant d'un point de vue global, et on a la capacité de se réinventer, tu vois. Et ça dépend de nous. Et la peur est intéressante pour envisager les risques. Par contre, on vit dans l'incertitude. Tu vois, tu regardes aujourd'hui, on a vécu dans une société qui gérait les risques. Tu regardes dans les entreprises, elles gèrent des risques, le gouvernement gère des risques. Tout d'un coup, il y a un machin, le petit virus qui arrive, et tout d'un coup, tout le monde va vivre des années dans l'incertitude. Le truc que personne n'a jamais su faire, parce que personne ne sait, tu vois, changer de cap, etc., etc. Moi, je trouve la période, elle est incroyable. Enfin, difficile, mais incroyable. Ouais, et je pense que ton livre a tout son sens d'être lu là maintenant, vraiment. J'en ai beaucoup qui le lisent. À ce qu'on vient de traverser. Tu peux en dire un mot peut-être de ce premier livre que tu as écrit, Oser l'optimisme, et en même temps, je vais mettre le lien, je vais en profiter pour mettre le lien dans les commentaires. Alors en fait, Oser l'optimisme, c'était mon premier livre, et c'était un truc très, très terre à terre. C'est-à-dire que un peu du bon sens paysan, comme on avait un média, enfin on a toujours un média qui est suivi par des centaines de milliers de personnes pour le coup, en fait on savait ce qui faisait que les gens étaient optimistes ou pas. C'est-à-dire que ce livre, c'était vraiment la prise de recul sur, j'ai écrit au bout de 2-3 ans, sur qu'est-ce qui fait que les gens sont plus optimistes et quels sont les trucs pratico-pratiques. Je ne suis pas partie dans de la théorie et autres, parce qu'il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. C'est pas du tout un télo, c'est juste hyper factuel, hyper terre-à-terre. Tu l'ouvres et tu fais des petits exos qui moi, m'ont aidé et qui ont été validés par les lecteurs, en fait. C'est vraiment un truc hyper sympa, et avec, tu sais, plein de petites citations très ludiques, et que je voulais en plus... moi, j'ai un grand enjeu sur l'inclusion. C'est-à-dire que pour moi, l'optimisme, c'est pour mon voisin en Normandie aussi bien que pour le bobo parisien dans le 11e à Paris, quoi. Et du coup, ce petit livre, il vaut 5,95 €, tu vois, c'est vraiment sorti en poche. Et c'est pareil pour le deuxième, en me disant, ça vaut moins cher qu'un paquet de clopes, tu vois. Enfin, et faut que les gens lâchent de côté tout ce que le système éducationnel t'a mis. Genre, t'es pas un bon élève parce que tu sais pas faire des maths. Et là, tu te dis, tu regardes, on est tous traumatisés par un prof qui nous a dit qu'on n'était pas un bon élève. Et si t'étais un créatif, tu fais ça en passe-temps. Mais bordel, c'est pas... ta créativité, ce n'est pas un passe-temps. On ne passe pas le temps, on le sublime avec son art, tu vois. Et tu serais né au siècle de Vinci, bah, tu aurais peut-être plus d'intérêt que le mec qui est informaticien. Alors, il n'y avait peut-être pas d'informaticien du temps de Vinci, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on arrive dans une ère qui va valoriser un truc ou un autre, et du coup, tu as des gens qui oublient leur propre talent à cause du système éducatif. Et ça m'attriste beaucoup, en fait. Donc, c'est vraiment ça que je veux expliquer aux gens qui sont incroyables. Un truc qu'on nous a oublié, ou fait oublier. Ouais. Donc, finalement, ce livre est à destination à toute personne qui a envie de découvrir sa part incroyable à l'intérieur d'elle-même. C'est ça, exactement. Et le deuxième, qui s'appelle Oser être soi-même au travail, on m'attendait beaucoup sur la thématique du bien-être en entreprise, parce que vu que je bosse beaucoup avec les entreprises, et moi je voulais pas, parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est la notion de parcours pour chacun. Donc dans le deuxième, je vais vraiment mettre en exergue quelque chose de très sociétal, genre l'évaluation à court terme. Tu sais, on est dans une ère,
tu vas bouffer au resto, tu notes ton resto, tu vas dormir dans un truc, tu notes ton truc. Et genre, mais tu peux changer de goût. Enfin, tu l'as bien, enfin, on le voit, il y a 5 ans, tu n'aimais pas les aubergines, maintenant tu aimes les aubergines. Et tu sais, on est dans l'ère de l'immédiateté. Et genre, tu te dis, et on a une notion en France socioculturelle du temps qui est très figée. Genre, parce que toi et moi, on est là aujourd'hui, ça veut dire que toi et moi, on sera là demain. Bah non, enfin, je veux dire, demain, tu as peut-être une multinationale de 50 personnes, voire de 5000, tu vois. Et moi, je suis peut-être en train de cultiver mon champ, tu vois. Et tout va bien, en fait. L'un ou l'autre, c'est cool parce que c'est un parcours de vie. Et tu vois, on a tendance en France à juger à l'instant T. Bah, quand tu es aux États-Unis, pour y avoir vécu, tu sais que les trois petits gamins, là, moi, j'ai passé du temps à San Francisco aussi, tu sais que les trois petits gamins que tu croises dans un comment ça s'appelle, dans un bar là-bas, moi, je me rappelle, ils étaient 9 chez Instagram, tu vois. Et, tu vois, et tu sais que ces mecs-là, c'est des géants plus tard. Tu vois, Ouais. parce que tu as une humilité face au temps, même si là, c'est 3 nerds de plein de boutons en train de boire des bières cheap dans un bar à SF, tu vois. Et tu as une sorte d'humilité face au temps. Donc, tu vois, en fait, je vais parler beaucoup de la société. Je vais parler, par exemple, tu regardes les téléréalités en ce moment. Tu sais, c'est vous êtes le maillon faible, au revoir. Koh Lanta, au revoir. Les ch'tis, au revoir, tu vois. Genre, C'est le plus vrai. faible part. Sauf si la manigancé. Qu'est-ce que c'est notre société, tu vois. Pardon. Et en fait, tu vois, dans le deuxième livre, je vais vraiment parler des contextes un peu sociétaux pour que les gens comprennent pourquoi ils se disent qu'ils ne sont pas grand-chose alors qu'ils ont tout pour changer leur parcours, en fait. Ouais. Tu vois. Et Catherine, ce que je remarque, en tout cas, moi et mes équipes, parce que j'ai créé une école de coaching, donc les personnes dans l'école reçoivent aussi un certain nombre de demandes d'accompagnement. Oui, Et il y a une thématique qui revient énormément pour le moment, qui a comme complètement émergé avec cette quarantaine, cet isolement. C'est une recherche de sens bien profond, sûr, beaucoup plus de sens, de bien sûr, trouver sa place, de se dire, mais bien sûr, finalement, la façon dont je menais ma vie, ce métier dans lequel je suis ne fait pas bien complètement sûr. sens pour moi. Et je dirais, j'ai envie de te poser une question qui est, à quel moment est-ce que on continue à essayer de trouver du sens là où on est dans ce qu'on fait? Et à Alors, quel moment est-ce qu'on bascule on vers autre change. chose? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Alors en fait, cette quête de sens, elle est très normale. Tu regardes, on a été enfermés avec, alors moi avec des livres, mais on a été enfermés, tu sais, avec des fringues, avec des placards vachement remplis. Et tout d'un coup, tu te rends compte que ce qui te manque, c'est du soleil, de la nature et faire des hugs à tes potes, tu vois. Et là, tu te dis, ok, donc j'ai accumulé tout ça, à quoi bon? Tu vois, déjà, donc c'est normal que les gens s'interrogent. En plus, on te dit souvent, il faut 21 jours pour changer une habitude. Enfin, plus ou moins. Alors, en fonction des théories, c'est plus ou moins. Et là, tout d'un coup, bah, tu as eu 60 jours pour réfléchir à toi-même. tu vois. Du coup, forcément, tu as changé tes habitudes de vie. Enfin, tu regardes les trucs les plus commandés en e-commerce, c'est les machines à pain. Tu vois, les haltères, les machines à pain et je sais plus trop quoi. Enfin, Ok. bon, bref, tu vois, tu fais du sport à la maison et tu fais ton pain, ce qui est hyper curieux en soi. Donc, les gens s'interrogent. Première chose, faire gaffe à ce culte de l'entrepreneuriat. Tu as plein de gens qui se disent, moi, je veux être entrepreneur, voilà, quoi que ce soit. Parce qu'il y a cette illusion que c'est de la liberté d'être entrepreneur, que c'est suivre sa vocation, etc., etc. C'est pas évident d'être entrepreneur, tu vois, faut quand même le dire. Tu sais, il y a des choses qui nous rendent heureux. Je veux dire, moi, j'ai une totale capacité à lâcher prise. Donc, je peux ne plus avoir de trésor. Ça va pas m'impacter parce que j'ai une confiance absolue dans les choses. Donc, mais par contre, tu vis dans beaucoup plus de, quand tu es entrepreneur, tu vis dans beaucoup plus d'incertitudes. Du coup, si tu n'es pas capable de le maîtriser, faut pas y aller parce que si c'est pour être content de dessiner mais passer tes journées à ouasser sur le pognon, ça va pas forcément être mieux. Du coup, faire attention à ce culte de l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et puis à un moment donné, tu regardes, je veux dire, quand tu grandis, moi j'ai des salariés, bon je suis pas plus libre qu'avant, hein. tu vois ce que je veux dire. Mais j'adore ce que je fais. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je pense il y a une question d'expression, c'est-à-dire il faut oser s'exprimer parce que notre société,
avec un grand S, et nos sociétés avec un petit S, crèvent de ce que les gens se disent. Moi, je suis un bisounours, j'ose pas le dire à mes collègues. Moi, je m'intéresse à la psychologie, j'ose pas le dire à mes collègues. Moi, je suis passionnée par le dev perso, j'ai peur de paraître couillon par rapport à mes collègues, tu vois. Et du coup, et à un moment donné, moi, je draftais les gens dans certaines entreprises, mais je sais pas, j'ai 500 personnes dans les grands groupes du CAC 40, qui ont peut-être 1000 dans certaines boîtes, qui me suivent sur LinkedIn. Parce que c'est surtout sur LinkedIn que les gens me suivent beaucoup. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est que les gens n'osent pas s'exprimer. En fait, ce qui manque, c'est l'ouverture de la parole. Et à partir du moment, donc, une des premières étapes, c'est d'oser le dire. D'oser dire, moi, je veux participer à la vision de mon entreprise qui soit différente, tu vois. Ouais. Et il n'y a pas, pour le coup, pour travailler, je bosse avec 400 boîtes, 400 entreprises, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est qu'il y en a une, et j'en parle beaucoup dans le deuxième livre de ça, qui va te correspondre mieux que l'autre. C'est-à-dire que tu regardes, tout le monde avait ce culte trop cool d'aller bosser chez Google. Moi, j'avais des potes qui bossaient chez Google quand Google était en hyper croissance. Ils bossaient par terre. Tu sais, parce que oui, ils avaient le droit à des iPads, des iPhones, des machins. Par contre, il y avait pas, tu sais, ça grandissait tellement vite qu'il n'y avait pas assez de place et ils bossaient assis par terre. Ben, si tu mets un cadre sup de 50 balais qui a bossé pendant des années dans, je sais pas, dans l'industrie, bah, il va peut-être pas trouver ça génial de bosser les fesses par terre. Bon, tu vois. Du coup, tu sais, ces sortes de cultes d'entreprise qu'on a pu créer, elles sont vraiment dépendantes de nous-mêmes. Donc, je pense que la première chose, c'est d'aller oser s'exprimer, d'aller trouver comment ça s'appelle, c'est ceux qui pensent comme toi, parce qu'il y en a forcément. Regarder si on peut faire avancer son entreprise. Ouais. Tu vois. Et si on ne peut pas le faire, parce que de temps en temps, tu as quand même des oppositions frontales, je pense qu'il y en aura de moins en moins aujourd'hui, il faut quand même le dire. Bah là, tu réfléchis à un plan de sortie, ou alors, il y a un truc que j'évoque très souvent, c'est quand même le travail, ça a 4 composantes. Je vais l'évoquer en 3 minutes. Pardon, je suis bavarde. Hein. C'est OK. Donc en même temps, ce que tu dis est passionnant, Catherine. Donc, le travail, ça a 4 piliers, donc ça a 4 fondamentaux. Le premier, c'est de te filer du pognon. La base, tu as besoin de vivre, tu as besoin de manger, tu as besoin de faire vivre tes enfants, ton conjoint, machin, whatever, tu as besoin de pognon. Le deuxième pilier, c'est le fait de s'améliorer au quotidien. Donc, c'est-à-dire, tu regardes, hein, quand tu as commencé ton job, généralement, 4 ans plus tard, tu le fais 3 fois plus vite que le premier jour, enfin, la première semaine, tu vois. Et cette capacité à s'améliorer au quotidien, ça te stimule parce que ça te donne confiance en toi, ça te donne confiance en tes capacités, ça a un côté stimulant, même si tu ne le vois pas forcément. Tu vois, tu apprends des choses, on apprend toujours des choses et on n'apprend pas que des choses dans sa fiche de poste, tu vois. On apprend des compétences douces, on se rend compte qu'on est un bon ou un piètre manager, on se rend compte qu'on a des capacités de gestion des conflits, etc. Donc ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est la composante sociétale. C'est-à-dire que tu participes à plus grand que toi. C'est-à-dire que globalement, enfin, tu bosses, je sais pas, à la SNCF, t'aides à transporter des gens, à la poste, tu livres le courrier, à l'électricité, tu files de l'électricité. Et du coup, cette notion de travailler pour plus grand que soi est vachement important. Et c'est ça qu'il est en train de manquer dans pas mal de boîtes. Probablement pas mal. Excuse-moi de te couper, Catherine. C'est ce que tu connais peut-être le travail de Simon Sinek. Oui, bien sûr. Il évoque par son pourquoi, c'est ça que tu veux dire? Exactement, c'est ça. C'est le pourquoi d'une entreprise. Mais le pourquoi, il ne suffit pas d'en faire. Enfin, moi, j'ai beaucoup bossé avec les boîtes. Il y en a beaucoup, tu sais, qui se sont fait une sorte de baseline et des trucs où ils mettaient des jolis mots avec des valeurs sur les murs en s'en contrebalançant, tu vois, juste pour faire bien. Ils cherchaient leur pourquoi, mais tu vois, a posteriori, parce que les autres boîtes cherchaient un pourquoi ou parce qu'ils avaient vu un truc de Simon Sinek, tu vois. mais demain, il faut qu'il soit incarné. Parce que ton salarié, ce pilier pour le salarié, c'est le pilier qui fait que les salariés que tu as foutus tout seul, qui se rendent compte que finalement, ça ne va pas si mal quand ils font rien. T'en as plein qui se sont découverts qu'ils étaient introvertis, machin. T'en as plein qui se disent, mais moi, je bosserais bien que à mi-temps maintenant parce que je peux vivre avec moi et pour profiter de mes enfants. Et tous ces gens-là, va falloir les retenir. Et ça, tu vas pas... Globalement, pour gagner un point de motivation avec le salaire, d'abord, il te faut 1 euro, puis 10, puis 100, puis 1000. Donc, tu vois, l'euro au démarrage, quand tu gagnes pas beaucoup d'argent, il est vachement important. Et puis, plus ça va, moins il est important, cet euro, pour te retenir. Attention, hein, pas pour... voilà. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que ce pilier du sens, faut pas juste que ce soit des valeurs qui fassent de la déco. Parce que pour aller, il faut que les gens ils se disent, mais je sers à quelque chose. Parce que là, tu as plein de boîtes où les mecs, même, ils se savent nocifs pour la société. Tu vois, tu en as qui ont commencé à se rendre compte,
ben, l'élite se déplace. L'élite, c'est plus le mec qui est cadre financier à la défense. Tu vois, l'élite, c'est le jeune qui monte un truc. Alors, je te dis pas que ce soit mieux, hein, mais qui casse un peu le code. C'est celle qui s'engage à traverser à la voile le machin. Tu vois, c'est ça qu'on va aller valoriser, qu'on va aller chercher. Tu vois, c'est plus le truc rectiligne. Donc, tu vois, les gens vont commencer à s'interroger là-dessus. Donc, le sens, l'enjeu sociétal est vachement important. Et le quatrième pilier qui fait que tu vas travailler, que ça a de l'importance, c'est l'enjeu social. C'est-à-dire tes collègues, ta sociabilisation. Parce que c'est hyper important, parce que tu as des interactions quotidiennes. De temps en temps, là, tu regardes les couples avec enfants, il y en a quelques-uns qui commencent à péter sérieusement un plomb, hein, même s'ils adorent leurs enfants et leurs conjoints, de ne pas avoir cette sorte d'ouverture d'esprit, cette sorte de débat que tu peux avoir avec des collègues qui ne pensent pas la même chose. C'est hyper important, en fait. C'est pour ça que finalement, quand tu es sans emploi, c'est assez dur à vivre, mais tu peux aller chercher, par exemple, dans le monde associatif, les 3 derniers piliers. Tu n'auras pas les sous, mais tu auras la capacité à améliorer tes compétences et l'enjeu social et sociétal. Et en fait, c'est ça qu'il faut toujours prendre aussi en compte. On ne quitte pas qu'un boulot, on quitte 4 piliers. Tu vois, et comment est-ce qu'on va aller compenser ces 4 piliers? Moi, je sais que je suis une introvertie. Tu vois, avec ça, là, ce que j'ai derrière moi, je peux passer des heures et des heures et des heures et des jours sans voir personne, pas de problème. Mais Catherine est différente d'André, est différente de Huguette, Georges et Kevin. Tu vois, et ça, aucune boîte pourra te le donner et personne ne pourra savoir exactement ta composante à toi, en fait. C'est pour ça que les accompagnements, comme tu dis, sont hyper importants pour aller chercher les valeurs clés, pour aller chercher... bon, à quel moment je pars? Je pars au moment où finalement, je sais que ces 4 piliers vont être compensés d'une façon ou d'une autre et où je sais que je ne vais pas pouvoir changer le système de l'intérieur. Parce que moi, je suis hyper inquiète. C'est que je vois plein d'hypersensibles, de hauts potentiels, de zèbres, de gens qui sont en train de se barrer de leur boîte parce qu'ils disent mais on ne peut rien changer, tu vois. Et là, je me dis mais attendez, si vous partez tous, qui reste qui hack le système de l'intérieur, tu vois. C'est exact. Tu sais, j'ai lancé un truc il y a quelques jours. J'ai lancé une réunion. J'ai envie qu'avec différentes équipes, on crée des réunions un peu partout dans le monde, une fois par semaine. C'est le cercle des hypersensibles optimistes. Alors, ça va peut-être te plaire comme thématique. Et je leur disais, dimanche soir, on avait la première réunion, ils étaient une cinquantaine. Wow. Et je leur disais, les amis, souvent, vous voyez votre hypersensibilité comme une grande difficulté, comme une chose très lourde à porter, très difficile, un côté éponge, une grande émotivité. Et c'est clair que c'est un peu comme une Ferrari à piloter et que si on ne sait pas la piloter, le coup d'accélérateur, il peut aller très vite, le frein il peut aller très vite. Mais je dis en même temps, je pense que ce monde a besoin de vous. Donc, vous devez être vous-même, vous devez prendre votre place, vous devez oser votre lumière, vous devez éclairer les autres. Le monde, les entreprises, tout le monde a besoin de vous. Donc, il faut prendre votre place. Je cite souvent le livre d'Émile Servan-Schreiber, j'en parle dans mon deuxième livre aussi, qui a expliqué que le quotient, que le MIT avait pu mesurer le QI d'un groupe. Donc là, je te parle que du QI. Et il a montré qu'en fait, le QI d'un groupe était plus élevé en fonction de la somme, n'était pas que le QI, que le QI d'un groupe était toujours plus élevé que le QI du mec le plus intelligent du groupe. Et que globalement, le QI du groupe était fonction de la diversité du groupe et de la mixité du groupe et du quotient émotionnel. C'est-à-dire que c'est fonction de la capacité d'écoute des uns et des autres. Globalement, tu mets une armée de génies ensemble. Enfin, tu sais, les mecs, des brutasses, tu les mets ensemble, ils ne parlent pas, ils auront beaucoup moins d'idées, ça sera beaucoup moins fertile que des gens qui s'écoutent, qui sont hypersensibles, qui ont leurs fractures, leurs machins, qui sont imparfaits. Qui vont là, qui vont s'écouter et qui vont créer quelque chose de beau. Et pour revenir sur cette hypersensibilité, moi, je l'ai longtemps vu. Moi, on m'a longtemps dit, mais t'es instable, tu fais des hauts et des bas, etc. Enfin, tu sais, ce qu'on dit à un hypersensible en général. Puis en plus, moi, j'ai des caractéristiques, c'est-à-dire j'apprends toujours des nouveaux trucs. Faut que je me nourrisse, je change d'un sujet à l'autre, j'ai une pensée systémique, enfin des trucs. Vraiment, quand tu es entrepreneur, c'est pas pour toi normalement l'entrepreneuriat, tu vois. Par contre, et c'est vrai, par contre, moi, mon hypersensibilité, une fois que je l'ai comprise,
D'abord, ça va commencer par ça. Ouais. Je l'ai dit aux gens. Je l'ai dit, je suis différente. Voilà, je suis hypersensible parce que je me disais, c'est bizarre qu'on me dise que je suis instable parce que ma vie était très stable, j'ai toujours les mêmes amis, les machins, etc. etc. Donc, et en fait, cette hypersensibilité, je l'ai dit aux gens. Et une fois que tu donnes ta vulnérabilité sur le plateau, tu sais, en disant, bah voilà, je suis hypersensible, je chiale de bonheur comme enfin, tu sais, c'est comme ça. Et ben, quand tu le dis à tout le monde en disant, voilà, ça c'est ma composante, c'est une composante, et ben, tu as toujours quelqu'un tu vas toujours avoir un bienveillant dans le groupe qui va veiller à ce que le crétin de service qui normalement va appuyer là-dessus lève la main, qui va dire attention, tu sais comment elle est, ne fais pas ça. Tu vois, et en disant c'est juste une composante de caractère. Et ça, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce qu'à un moment donné, moi, dans mes slides en conférence, j'ai une énorme slide qui est probablement une des slides les plus prises en photo, c'est sourire, ça grille pas des neurones. Tu vois, C'est sourire, c'est quoi? ça ne grille pas nos neurones. Tu vois, là, c'est, je sais pas, moi, et en fait, parce que tu as une sorte de culte de faire la gueule, tu vois, de paraître austère. Tu parais, je veux dire, tu es un bon manager quand tu parais austère. Ça te rend pas plus intelligent de faire la gueule, tu vois. Et comme sourire, ça te grille pas tes neurones. Et ça commence de plus en plus à sortir parce que tu as des leaders. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu as des Pascal Desmurger, des Gérald Carsanti qui ont commencé en tant que patron d'entreprise à raconter que eux aussi faisaient cas de ça et connaissaient ces sujets, etc. Et c'est plus devenu un tabou. Tu vois, Ouais. truc intéressant, au Canada, on parle de santé mentale. En France, on ne parle pas de santé mentale. Ouais. Tu vois, tu as plein de petites choses. Ça va arriver, j'imagine, qu'on parle du fait, c'est pas vie pro, vie perso. C'est est-ce que tu vas bien? Est-ce que dans ta tête, ça se passe bien? Est-ce que tu n'as pas peur du burn-out, etc. etc. Et du coup, moi, je l'ai beaucoup exprimé. Au démarrage, pour moi, ce n'était pas un sujet, mais je me suis mise à l'exprimer. Et du jour où je l'ai exprimé, bah, tu as plein de gens qui ont levé la main en disant « moi aussi, moi aussi, syndrome de l'imposteur, etc. » Et là, tu te dis « bon, bah ok, on est vachement nombreux. Tout va bien. » Et de toute façon, oser l'exprimer, bah, celui qui veut appuyer dessus, tu n'en veux pas, ni comme ami, ni comme collègue, ni comme boss, ni comme pote, whatever, tu vois. Ouais, par contre, tu vas attirer les gens qui sont comme toi. Et être hypersensible, je te garantis que quand tu entreprends, ça t'évite de prendre un paquet de mauvaises décisions. Moi, je cite souvent Bernstein qui dit, je ne sais pas si tu connais cette citation, l'intuition, c'est l'intelligence qui fait un excès de vitesse. Oh, et elle est belle. Je crois que je pense que c'est ma citation préférée. Et du coup, cette citation, tu vois, quand tu es hypersensible, tu as quand même des intuitions. Tu sens ou tu sens pas la personne, tu sais pas trop pourquoi tu sens qu'il faut le faire versus faut pas le faire. Bon, bah, ça te fait faire des trucs chelous. Genre lâcher ton bureau parisien en 10 jours et que tout le monde soit d'accord pour le faire. Mais tu as une raison que tu connais pas à un instant T et c'est ton hypersensibilité qui fait que tu y vas. Tu vois. Et ma boîte est drivée à l'hypersensibilité. On est 3 à l'être, sur 5. 3,5, je dirais même. Elle est drivée à ça. De temps en temps, on prend des décisions, on ne comprend pas. On prendra plus tard. Voilà. Catherine, oh, merci. Catherine, les amis, est-ce que vous pouvez relever dans les commentaires ce qui vous a le plus touché dans ce que Catherine a partagé? Catherine a partagé beaucoup de choses. J'ai pris des notes, Catherine. Je vais essayer de faire un petit résumé, en tout cas de ce que moi, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux. On a commencé notre discussion en disant, bah, plutôt que d'être dans ce move de dire, moi, je vais faire ça, je vais atteindre tel objectif, toi, tu t'es dit, je vais faire un hack, je vais expérimenter ma capacité je vais regarder si je suis capable de. Et je trouve que c'est génial, parce que ça amène une dimension complètement différente aux choses qu'on souhaiterait expérimenter dans sa vie. Tu as dit, la vie va mettre des clés qui vont de plus en plus te correspondre parce que tu vas lâcher des choses. Et donc, la vie met sur ton chemin
des choses qui vont te servir et elle va en Oui. mettre de plus en plus parce que Mm. tu lâches prise. Exact. Oh! Tu as dit aussi, Catherine, on va pouvoir faire, tu vas pouvoir faire plein de Parce slides avec des que citations, hein. Tu as dit, Catherine, le pire n'est pas grand-chose. c'est ça. C'est vrai. C'est en fait à l'échelle d'une vie, à l'échelle de l'humanité, le pire on s'en relève tout le temps, tu vois. Et le pire du pire, c'est mourir. Bon, bah, c'est une expérimentation, Ouais, exact. tu vois. Et puis Et finalement, tu vas répondre à vachement de questions aussi le jour où tu exact. vas. Et tu sais que c'est une approche qui est très intéressante dans l'approche de la peur. C'est juste de pouvoir mettre en perspective et dire, OK, quel serait le pire qui pourrait arriver? Et Ouais, ça, souvent, ça aide à l'action. c'est ça. Tu as parlé pendant un moment de on est tous personnes, et puis cet ami Mm, qui t'a dit oui, mais en fait, moi je t'écoute, et ce que tu dis, ça a mm, du sens pour moi. Donc finalement, ouais. ça a plus de sens pour moi que tu dises que tu es quelqu'un. Mm, Tu as parlé de l'imperfection et de l'importance d'être à l'aise avec mm. notre imperfection qu'on a chacun. Bah, Tu as sinon, dit on passe trop de temps à la camoufler. Faut être clair, en fait, on perd du temps. Mais moi, enfin, il y a un truc dont j'ai pas parlé, c'est l'énergie qu'on perd. Pour moi, l'énergie, il faut la préserver. Donc, il faut s'enlever tout ce qui est perte d'énergie en permanence. Et, et la plus grande perte d'énergie, c'est d'essayer de te camoufler sous quelque chose que tu n'es pas, en fait. Catherine, tu pourras faire un slide avec ça, hein. La plus J'ai pas grande perte, la plus grande perte d'énergie, c'est de te camoufler avec quelque c'est ça, chose que tu n'es pas. Tu pourras c'est faire, ça. tu fais des beaux dessins sur ta page Instagram. C'est ton Ouais. équipe qui fait ça. Non, non, c'est moi. En fait, ça me détend de faire ça. Ah, c'est C'est moi. toi. Ok. C'est moi. Ça paraît incohérent à tout le monde, mais en fait, je crois beaucoup dans l'action créative. Et pendant des années, je me suis dit que j'étais pas créative, tu vois, je suis scientifique, machin, et je suis naze en dessin, mais ça me détend, tu vois, ça me met mon cerveau au repos. Ok. Donc je dessine. Non, c'est moi qui fais. Ça n'a aucun sens, mais c'est moi qui fais. Donc, tu confirmes la caractéristique de l'hypersensible via le bouquin de Petit Colin, Je pense trop. Ouais. Ok. Tu as parlé de quelque chose qui t'anime, qui semble vraiment t'animer au quotidien, c'est cette confiance absolue que tu as dans les choses Dans les gens. et dans les dans, gens. dans, 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 dans les gens et dans le fait que tu m'as parlé d'une citation, tu sais, tu m'as posé une question. Moi, il y a une question qui me taraude depuis maintenant 3 ans. Je vais te la poser, ça te servira pour ton prochain live. C'est si la vie était une métaphore, laquelle serait-elle? Tu vois, dans mon premier livre, je me disais que la vie, ça serait comme une pièce de théâtre. Tu sais, tu as des chapitres, des actes et des scènes. Puis de temps en temps, tu as des nouveaux entrants, le décor change. Voilà. Donc, Ouais, tu sais, ça correspondait et je trouvais bien, j'aimais bien ce truc-là. Dans mon deuxième livre, pour moi, la vie, c'était une mélodie. Tu sais, tu avais une sorte de. Tu sais, tu as des temps forts, des temps faibles, d'autres qui sont plus rapides. De temps en temps, tu reviens en arrière. Tu vois, tu reviens 4 mesures en arrière. Tu as des silences. Et le silence, il est aussi important que la note, tu vois, dans la musique. Et je me disais, c'est ça. La vie, c'est une sorte de mélodie. Et là, j'ai l'impression que c'est un pulse. Tu vois, on est je suis en train de choper des pièces. Comme tu disais tout à l'heure, tu sais, quand tu lâches prise, tu es aussi ouvert à l'opportunité, en fait. Et ouais, finalement, la pièce qui te manque, tu la vois parce que tu n'as pas le regard centré sur ton prochain dossier dans le boulot, tu vois. ouais. Et c'est pour ça que tu vois, parce que les indices, les pièces, tu les as en permanence. Et là, je suis en train de faire un pulse à l'aveugle et je ne sais pas à quoi va ressembler la forme, tu vois. Je suis en train de faire un pulse. Et vraiment, cette question de la métaphore, je la trouve hyper intéressante parce que, alors je sais plus la question que tu m'as posée, je suis partie dans une digression, mais voilà, pardon. J'ai dit que tu avais dit que tu avais une confiance absolue dans les Ah oui, choses, et tu m'as corrigé en disant dans les gens. dans les gens et dans la vie d'abord, Ouais, quand même, et par extrapolation dans les gens. Je suis sûre que chaque personne qu'on rencontre, c'est une expérimentation, tu vois. Et ouais, vraiment, quand tu vois la vie comme une sorte d'expérimentation géante, chacun fait son pulse, quoi, tu vois. Et ben, tout est hyper intéressant. Tu vois, ouais. même les trucs comme ce qui se passe en ce moment.
Enfin, pour moi, Ouais. c'est une expérience incroyable. Je ne dis pas qu'elle soit marrante, tu vois. Enfin, elle est loin de moi, cette idée. Par contre, elle est incroyable, sociétalement parlant, humainement parlant, intérieurement parlant, tu vois, c'est incroyable. Donc, Complètement. c'est ça que je vais c'est là-dessus que je vais porter mon regard pour savoir qu'est-ce que ça va m'apprendre. C'est pas de façon égoïste, d'ailleurs, c'est pas nier la réalité, c'est de se dire, ok, comment du coup ça va me donner quelque chose pour aller chercher la prochaine pièce. Ouais, génial. Moi, je vois ça comme un jeu de piste. Ah Tu, oui, tu ouais, vois, et bon, peut-être parce que j'ai fait le scoutisme, mais un jeu de piste, et finalement, c'est comme si ce jeu, c'était d'aller à la découverte de c'est quoi notre talent, c'est quoi notre c'est super pouvoir, et comment est-ce qu'on peut aller à sa découverte, oser l'utiliser et le mettre au service du monde, au service des c'est autres. ça, c'est ça. Moi, c'est un peu comme ça que je vois la vie. Mais c'est une super métaphore. Tu as des gens qui te disent, bah, j'ai l'impression d'être dans un grand 8. Tu sais, je remonte doucement et bam, je redescends. Et vraiment, j'adore cette question. Mais je te dis, moi, ça fait 3 ans que j'y réfléchis. Donc, Ouais, le jeu de piste, c'est hyper intéressant. C'est très symbolique, en fait, en plus. ouais, puis je pense que la métaphore peut changer au fur et à mesure de nos Mm. expériences et de la Ouais. vie et de ouais, Mais tu notes que toi et moi, on a le jeu dedans quand même. ouais, carrément, carrément. Et oui, ça, quand tu parles d'expérimentation, moi, je te rejoins complètement dans tout ce que tu dis. Donc, tu as parlé des 4 piliers du Ouais. travail. C'est Mm. vraiment hyper intéressant. Un, le pognon. Deux, s'améliorer au quotidien, ce qui augmente la confiance en soi, ce Mm. qui augmente la stimulation finalement. Trois, la recherche de sens, le fait de participer à quelque chose de plus grand que toi. Mm. Un pourquoi incarné, pas juste Mm. des mots sur des murs. Excellent. Et quatre, les collègues et la sociabilisation. Mm. Et de l'importance que si on veut quitter un endroit, ben, pouvoir le quitter pour autre chose dans lequel on peut retrouver ces 4 piliers-là. Et si on est sans emploi, peut-être aller vers l'associatif où on pourrait trouver et du sens Voilà. et de la Ou stimulation. même quand son job ne te convient pas, voir ces 4 piliers et se dire, bon, ben, comment je vais compléter en attendant celui qui me manque. Tu vois, par exemple, si tu as Ouais, des collègues exécrables, bon, ouais, ben, faire du sport ou je ne sais pas trop quoi, aller sur Internet, avoir des gens, même si ça reste que virtuel, qui ont les mêmes croyances que soi, tu vois, c'est hyper important parce que moi, je note beaucoup de solitude aussi globalement, la société, les gens se trouvent très seuls, mais parce que aussi on n'a pas osé s'exprimer et du coup on n'a pas rencontré les bonnes personnes. ouais, ouais, clair, clair. Oh, Catherine, dernière chose que tu as partagée, c'est, tu parlais du fait d'expérimenter, le fait où tu donnes ta Mm, vulnérabilité sur un plateau, tu l'annonces, mm, c'est une mm, composante, voilà, c'est ma composante, et tu as dit, du fait de faire ça, il y en a toujours un dans le groupe qui va prendre mm. soin, et Ouais. tu vas attirer d'autres gens qui sont comme toi. Mm. C'est ça. T'en as tout le temps en fait. C'est juste que t'as une sorte de mimétisme dans la société. Comme tu parais pas érudit à sourire, tout le monde fait la gueule dans une boîte et inversement. T'as des entreprises hyper souriantes parce que les gens sont juste souriants. Tu sais, t'as une sorte d'effet de groupe. Et puis il faut pas oublier, on impacte les uns sur les autres. Enfin, quelqu'un qui tire la tronche toute la journée, tu finis par tirer la tronche, même le plus grand optimiste du monde. Hein. Ouais, Donc, tu as cet effet miroir, mais toujours, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est toujours revenir à soi, revenir à ce dont on a envie, parce que tu as des gens qui se complaisent et qui vont très bien dans la mélancolie. Moi, si tu mets des trucs de spleen à longueur de journée, mais moi, ça me fait pas aller bien, mais je comprends que d'autres aillent bien là-dedans, tu vois. Donc, on ouais, est tous différents. Par contre, l'enjeu, c'est vraiment de s'écouter pour s'exprimer, parce que sinon, on peut passer à côté de sa vie, à proprement parler, de soi. On peut être en décalé. Moi, à un moment donné, je le disais dans mon ancien job, j'avais le meilleur en soi. Tu vois, enfin, je vais à New York, machin. Mais le meilleur en soi, c'est pas forcément le meilleur pour soi, tu vois. mhm, Et du coup, je disais souvent, j'avais l'impression d'être à côté de mes pompes. C'était pas factuel, mais tu vois, enfin, je veux dire, tout allait bien. Je veux dire, j'ai pas fait de burn-out ni rien. Tout allait pour le mieux, mais ouais, j'avais cette sensation, j'étais décalée de mes pompes et c'était juste que bah, j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie d'un truc différent en fait. Et ouais, j'ai mis 3 ans à me barrer. Et pardon aussi, ne pas s'en vouloir de ne pas oser.
il y a, tu sais, on voit tellement ces trucs, moi, je sais que ça impressionne les gens quand ils me voient en me disant, mais t'as fait plein de trucs. Ouais, mais en même temps, au démarrage, j'ai mis 3 ans à oser quitter mon ancien job aussi, tu vois. Et ce qui me l'a fait quitter, et je le dis pour que les gens ne se mettent pas la rate au courbouillon, c'est une citation. Un jour, j'ai vu une citation sur Internet passer qui s'est affichée sur mon écran. Si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. Yes. Citation, tu vois, non, mais c'était, je veux dire, c'est pas du Socrate, c'est pas du Platon, c'est pas du Alain, quoi. C'est un mec. Jim Rohn, Catherine. C'est lui qui a fait ça? Ouais. Ah, je savais pas du tout. Ouais, en tout cas, c'est lui qui est souvent cité dans cette citation-là. Écoute, moi, je l'ai vu passer, mais je sais pas, elle est apparue au bon moment, il y a 5 ans, sur un petit dessin. Et là, je me suis dit, comme quoi, tu sais, après, je veux dire, de temps en temps, c'est pas stratosphérique ce qui te fait changer, c'est juste le truc, c'était le moment. Donc, Ouais. et il faut pas vivre dans l'attente de ça sera mieux après. Il faut vivre l'expérience qu'on est en train de vivre parce qu'elle te fout des skills, des savoir-faire qui vont être nécessaires, tu ne sais pas trop pourquoi à l'instant T, tu as juste l'impression, mais vraiment d'en plus pouvoir, mais ça te sera utile plus tard. Ouais, c'est comme si tu télécharges des programmes et C'est à un ça, moment donné, boum, reset, il y a tout qui se c'est met ça, en lumière. exactement. Ouais, Et tu vois, et ça va prendre la place dans le puzzle. Tu vois, exact. et là, tu te diras, ah, c'est pour ça. C'était pour ça. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'avais fait de la physique-chimie, hein, mais bon. Catherine, oh, tellement un grand merci pour ton temps, merci pour la générosité, pour ta bienveillance, pour l'optimisme que tu incarnes avec ton grand sourire. Les amis, si Catherine vous a plu, mettez un pouce sur cette vidéo, mettez un cœur, un commentaire, partagez-la, mais surtout, allez rejoindre Catherine sur son site, je vous ai mis les coordonnées. Si ces livres vous intéressent, et je pense qu'avec ce qu'elle vient de partager, ce sera une belle lecture à envisager là. Et je l'ai mis aussi dans les… Ok, le voilà. Je vous montre à quoi ils ressemblent. Ils sont tout petits. Ouais. Pas tout petits. C'est des livres poches. Génial. Ils ne ressemblent pas à ceux derrière moi. Ouais, génial. Oser l'optimisme et oser être soi. 3 petits points, même au travail. Catherine Testa, je vous ai mis le lien pour le commander. Il y aura peut-être un petit temps de délai avec les circonstances, mais ça en vaut vraiment la peine. Catherine, merci. Merci à toi. Je suis désolée pour les petits problèmes techniques, pour le gros plan que vous avez eu pendant toute la… le gros plan double menton que vous avez eu. En fait, j'ai changé de salle. J'avais mis un bel éclairage, etc. Et comme ça ne marchait pas, ça ne captait pas, je vais être trop loin de ma box, j'ai changé de salle. Alors, vous avez dans l'élément le plus naturel. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. C'est l'authenticité. En fait, à un moment donné, faut arrêter d'essayer de se camoufler quand tu expliques qu'il faut aux gens qu'il faut que les gens soient authentiques, tu vois. Là, oui, être bien coiffé n'enlève pas. Être mal coiffé n'enlève pas des neurones. N'enlève pas des neurones. C'est comme le sourire. Catherine, je rappelle pour ceux qui nous suivent de vraiment, il y a des pages comme ça qui sont des pépites. C'est gentil. Et il y en a une qui en est une vraiment sur Instagram, c'est la tienne. C'est pas des photos de qu'est-ce que tu manges ou avec qui tu es ou des nouveaux achats que tu viens de faire. C'est vraiment des contenus remplis de sens sur Instagram, la page Et si on souriait. Donc voilà, Catherine Testa. Et LinkedIn aussi, si vous êtes sur LinkedIn, parce que je cite souvent LinkedIn parce que ça peut décomplexer ceux qui sont dans le monde du travail, de se rendre compte qu'en fait, il y a plein de gens qui sont dans le monde du travail et qui se posent plein de questions. Et il y a peut-être vos collègues. Ouais. Et ça se voit quand tu regardes qui like les posts, en fait. De temps en temps, tu spoil un de tes collègues qui like le même post que toi sur l'hypersensibilité, tu peux te dire « Ah, je ne m'en serais pas douté. » Ouais. Et il paraît que tu es une des plus grandes influenceuses en France au niveau de LinkedIn. Oui, ouais, ça fait 3 ans. Je pense que je vais sauter du classement parce que 3 ans de suite, c'est beaucoup pour LinkedIn. Ouais, ça fait. Donc, en fait, tu vois, ça veut quand même dire quelque chose. C'est-à-dire que alors que moi, j'ai pas fait d'influence sur LinkedIn, j'ai juste raconté un projet.
j'ai juste posé des questions, j'ai jamais rien dit, tu vois, comme on évoquait tout à l'heure. Moi, faire de l'accompagnement, je suis pas une sachante, tu vois, je suis une faiseuse, en fait. Je suis une expérimenteuse, je sais pas comment on dit. Et du coup, je voulais juste montrer ce que c'était qu'une expérience en racontant toutes mes fragilités, parce que il m'a fallu 3 ans quand même, tu vois, pour oser dire, moi je comprends pas ça, par exemple. Mais en fait, et ça a fédéré plein de gens sur un sujet qui est montant, tu vois, Ouais. qui est un signal faible de la société, de gens qui commencent à se dire, oh, putain, mais c'est pas une faiblesse d'être hypersensible. Qui c'est qui a défini ça comme une faiblesse? Ouais. Ça, on nous a filé un cœur. Moi, je sais pas comment ça s'appelle. Faudrait que je me renseigne. Tu sais, j'ai des poils qui se hérissent quand je rencontre certaines personnes ou je sais pas trop quoi. Tu sais, je pense que c'est un des cris. Enfin, ça m'est arrivé, ça fait 2 ans que ça me fait ça maintenant. De temps en temps, je m'approche de gens, ça me fait. Tu sais, et tu te dis, en fait, plus tu te laisses aller à ton intuition, plus ton corps répond, tu vois, mais mécaniquement parlant. C'est comme quand il a froid, tu vois. C'est incroyable. C'est une boussole. C'est Bah, incroyable. exactement. Et à quel moment on l'a éteint, tu vois. Et moi, j'ai pas du tout rallumé pour autant. J'ai juste ce truc-là qui s'est rallumé tout seul. Non, mais ça fait un drôle d'effet. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, tu vois. Ouais. Et c'est ça l'hypersensibilité aussi. Et plus on l'accueille, plus bon, ben. Et plus on l'accueille, moins elle est prenante en plus. C'est ça qui est marrant. Elle devient, comme tu dis, une boussole. Ouais. C'est de plus en plus une boussole et c'est un outil. Tu vois, tu vois, dans mon équipe, j'ai une fille qui entend des voix. Et donc, tu as des gens, elle fait plein de conférences sur la schizophrénie, tu vois. Et moi, je lui ai dit, mais attends, moi, je trouve ça trop cool que tu entendes des voix. Tu vois, peu importe ce que c'est, moi, je trouve ça génial. Ça te donne en fait, c'est que ce soit toi, que ce soit quelque chose d'autre, peu importe, en fait. C'est que ça te donne une autre sensibilité, un autre regard sur le monde. Moi, je trouve ça incroyable, tu vois. Et là, Catherine, il y a plein de gens qui sont en train de se dire, oui, mais moi, j'aimerais bien postuler dans l'entreprise de Catherine. moi, je suis vraiment une très très mauvaise manageuse, hein, donc faut pas croire que c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas facile en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que ça correspond à des sortes de personnalités et du coup et j'ai envie de te dire, je suis en phase décroissante. Je veux montrer qu'on peut faire des vagues dans une entreprise. Tu vois, et comme on se déplace à la campagne, il faut avoir envie de venir vivre en Normandie dans la Manche. Là, je pense qu'il y aura moins de monde. Tu vois. Mais pour le moment, en fait, on est petit. On a beaucoup de réseaux, on a beaucoup de gens, on a beaucoup d'influence, mais on est tout petit et je préfère rester petit, en fait, encore aujourd'hui, parce que ça nous permet de stabiliser, tu vois. Je ne crois pas à l'hypercroissance, par exemple. Tu vois, je ne crois pas pour faire de l'hypercroissance. Moi, j'en ai fait de l'hypercroissance et puis je me suis dit, non, c'est pas ça. Je préfère faire moins, mieux, plus lentement, à la campagne. Ok. Bon. Donc, on n'y est pas. Catherine, un grand merci. En tout cas, merci d'être toi, toujours un peu plus chaque jour. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça donne le sourire. Donc, j'espère que les gens auront regardé la vidéo. C'est vrai qu'en fait, que je suis pas partie dans tous les sens. Non, c'était super. Les amis, donnez votre avis. Catherine va vous lire comme ça. Merci Catherine. Passe une magnifique soirée. Bonne soirée à tout le monde et bon appétit si j'ai mis tout le monde en retard. C'est ma spécialité. J'ai pas de notion du temps. À tout vite tout le monde. Oui, à bientôt.